à tous et bienvenue, mesdames, messieurs, 100% Bénin. Tout un plaisir donc de vous retrouver dans la plénitude du pouvoir depuis le 23 mai pour son second quinquennat. Toute une kyrielle de chantiers pour Patrice Talon. Dans le lot, le non moins important chantier de dialogue suggéré par le clergé béninois, inquiet, disait-il, des nombreuses arrestations et du climat de peur qui règne au Bénin. C'était à l'issue de la session ordinaire de la conférence épiscopale tenue du 18 au 20 mai, soit 3 jours avant l'investiture du locataire du palais de la Marina. À l'aune de la mise en branle des chantiers, quel ordre de préséance, mesdames, messieurs, possible à y accorder? Le débat avec un universitaire panafricaniste et un expert en gestion de crise. Tout de suite, et maintenant, autour de nous, et le thème, le clergé béninois et l'appel au dialogue, une exhortation prometteuse. Nos invités, le professeur Désiré Baloubi, panafricaniste, il est enseignant à l'université de Norfolk State aux États-Unis. Il est le porte-voix du mouvement citoyen pour la paix et la réconciliation de par le monde. L'Afrique, une prédilection. Docteur Désiré Baloubi, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation du jour. C'est moi. En face de vous, pour l'instant, analyse, Emile Guérin qui n'est plus à présenter, très actif pour des questions de gouvernance sur le continent. Il est consultant en communication et gestion de crise. Emile Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Itoyi. Merci de répondre à notre invitation. Ah oui, le 23 mai, derrière, mais les chantiers restent présents. Ils sont nombreux. Au nombre de celui du dialogue, auquel beaucoup de concitoyens auront déjà appelé les gouvernants. Mais entre autres voix qui se sont élevées, celle du clergé béninois. Le dialogue perçu lors de la dernière session ordinaire de la conférence épiscopale comme élément catalyseur pour un réel vivre ensemble entre Béninois. Je vais retourner d'abord chez téléspectateurs vers le professeur Baloubi. Professeur Baloubi, dialogue, le sujet s'impose-t-il aujourd'hui au Bénin en termes de priorité? Oui, Joël, il faut avouer que je vous reçois faiblement. Je ne sais pas si vous me recevez convenablement. Ça peut aller, ça peut aller. Donc, votre question, si vous pouvez la résumer, ce serait bien parce que... Ah oui, le retour n'était pas bon pour vous. OK, il n'y a pas de problème. On y va. Le dialogue préconisé par plus d'une voix. Eh bien, le clergé catholique revient là-dessus. Mais la préoccupation de l'heure, en termes de priorité pour les gouvernants, est-ce qu'on peut inscrire le dialogue comme un sujet de grand intérêt? Je dois dire que le dialogue n'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser ici, parce qu'il s'agit d'une situation qui a secoué tous les arbres de la forêt et nous sommes en train d'implorer tous les dieux, les mânes de nos ancêtres, pour que la paix gagne la tête et le cœur de tous les citoyens, en commençant par les gouvernants. Il ne s'agira pas d'un dialogue, il s'agira plutôt de nous adresser au président chef d'État et pour que, n'est-ce pas, il soit inspiré par nos traditions, et inspiré par la religion à laquelle il croit, inspiré par la philosophie, n'est-ce pas, qui, disons, sous-tend sa politique et décider en dernier ressort ce qu'il a lieu de faire. Mais il doit peut-être savoir que le monde entier l'implore, implore sa clémence, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le moment du dialogue est dépassé. Le dialogue se fait, dialogue politique, donc au sein des partis politiques, de leur alliance et consorts. Mais à l'heure où nous parlons, la priorité, n'est-ce pas, c'est plutôt d'implorer le chef de l'État, implorer sa clémence pour qu'il revienne
à des humeurs, n'est-ce pas, qui favorisent ce pardon dont nous parlons. Parce que, tenez-vous tranquille, on ne donne pas des injonctions au chef, on ne presse pas le chef, parce que le chef a une ligne de conduite pour pouvoir mener la troupe à la victoire. Et c'est cela qui est important, c'est cela mon avis. Ok, on y reviendra graduellement, oui, pour une première prise de parole. La question du dialogue qui revient en termes de chantier à aborder. Est-ce qu'on peut en faire une question d'intérêt? En principe, oui, puisqu'il s'agit du dialogue pour nous et spécial de gestion de crise, pour avoir vu ce que j'ai vu dans beaucoup de pays de crise, c'est l'absence du dialogue, de communication qui constitue des tensions, des troubles et des guerres. C'est cela. Donc il faut toujours dialoguer. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un seul béninois qui puisse dire non au dialogue. Je ne crois pas. Il ne peut pas dire non au dialogue. Personne ne peut dire non au dialogue. Alors, le dialogue, quel est le contraire du dialogue? C'est la guerre. C'est terminé. C'est les troubles. C'est les conflits. C'est le contraire du dialogue. Parce que quand on dialogue, on se comprend, on essaye de comprendre les frustrations et les divergences dont a parlé le chef de l'État lui-même. Mais avant d'aller au fond, je voudrais remercier, féliciter la conférence épiscopale du Bénin pour ce travail qu'ils font depuis des années dans notre pays, assorti par moments pour sonner le tocsin. Vous vous souvenez, depuis l'arrivée de ce gouvernement de Patrice Talon, déjà en 2017, les évêques étaient sortis pour appeler les partenaires sociaux et le gouvernement au calme, à s'entendre. Vous voyez, non? Donc ils sont présents dans la gestion du gouvernement, contrairement à ceux qui pensent que le religieux ou le spirituel n'a rien à voir dans la gouvernance, ce qui est totalement faux par rapport à nos valeurs, par rapport même aux civilisations du monde entier. Donc ils ont leur mot à dire, puisque, vous voyez, c'est les dirigeants d'une confession qui ne sont pas des moines, qui ont une population assez importante qu'ils gèrent. Donc ces populations font partie du peuple béninois, donc concernées par la gouvernance. C'est pourquoi, déjà en mai 2019, ils étaient sortis pour appeler la préservation de la paix. Ils n'étaient pas écoutés, on ne les a pas entendus. Ils avaient rencontré le chef de l'État, je me rappelle, en 2018. Rien n'a été fait. Vous vous souvenez, je vous avais démontré ici que c'est par rapport aux interlocuteurs qu'on connaît la valeur des conseils, on connaît la valeur du religieux. S'ils ne sont pas écoutés, parce qu'ils avaient appelé avant, ils avaient prédit ce qui allait arriver. Ce qui est arrivé en avril dernier, ils avaient prévu, parce que pour moi, qui suis aussi spirituel, je comprends quand des religieux comme ça sortent pour parler, ça veut dire qu'ils ont été connectés à l'esprit de vérité, à l'esprit saint que le Christ nous avait promis, qui peut nous donner toutes les informations voulues, toutes les informations, quelles que soient, même des informations au sein des prises de décision dans leur cénacle, peuvent nous être révélés si Dieu le veut. Alors ils ont certainement perçu ce qui va arriver et je les rejoins, je m'inscris dans leur logique pour dire il y a problème, il y a tension. Et contrairement à mon co-débatteur, je pense qu'il faut un dialogue. Il faut un dialogue forcément. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand j'entends parler du dialogue politique, il n'y a pas que les politiques au Bénin. Il y a des non-politiques, il y a le peuple qui est là. Et vous voyez, des tensions sociales existent. Des jeunes n'ont pas d'emploi. Des jeunes sont frustrés. Ils se sentent désœuvrés. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région avec l'insécurité, le terrorisme islamiste. C'est un grand problème. Et c'est là que ces gens-là vont puiser, dans la jeunesse, qui vont puiser, n'est-ce pas, les jeunes, les recrues, pour faire ce qu'il faut. Et donc, et on ne peut pas, le chef de l'État l'a bien dit dans son discours d'investiture que j'ai eu le plaisir à suivre, il dit qu'il va œuvrer à la cohésion nationale, à l'unité nationale, au vivre ensemble. Alors comment on peut vivre ensemble si nous ne dialoguons pas? Il faut qu'on dialogue, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Parce que chacun a ses divergences, comme l'a si bien dit le chef de l'État. Et à partir du moment où chacun a ses divergences, c'est dans le dialogue que nous puissions comprendre. Chacun, les filles et fils du Bénin, peuvent se comprendre. Parce que vous voyez cette lettre de cet appel de la conférence épiscopale du Bénin, s'est senti choqué
par les arrestations. Cela ne veut pas dire qu'ils prennent fait et cause pour ceux qui sont arrêtés. Lorsque vous arrêtez des citoyens et que nous, on ne sait pas réellement, de façon concrète, ce qu'on leur reproche, il est normal qu'on s'inquiète. Pourquoi cela se passe ainsi? Ils ont une famille, parce que vous savez, et en politique, tout est possible. Et moi, je voudrais dire sincèrement que nos politiques doivent regarder le peuple d'abord. C'est le peuple qui est important. Je vais donner 2 exemples de comment le peuple peut vous sortir des situations difficiles. Parce que quand vous vous écartez du peuple, vous êtes seul et dans les moments difficiles, vous ne verrez personne. Qui vous souvienne, le 16 janvier 1977, quand le Bénin était attaqué par les mercenaires, qui a sauvé Kérékou? C'était le peuple. Je me souviens, mon papa, qui fut un sous-officier de l'armée française, avait pris son pistolet et son fusil de chasse pour aller défendre la République. Le peuple était sorti et tout le monde l'avait suivi. Et vous voyez, donc le peuple a soutenu et ça a fait peur aux assaillants qui ont dû reculer. Qui vous souvienne, le 19 septembre 2002, en Côte d'Ivoire, le peuple a protégé Gbagbo contre les agresseurs. Et nous, aujourd'hui, ce que nous voyons venir, il faut sonner le tocsin. C'est grave. Parce que quand ça commence, c'est les civils qui souffrent d'abord en attendant que les politiciens soient touchés. Donc le chef de l'État, comme M. Baloubi l'a dit, a une lourde responsabilité d'écouter son peuple. Il a promis, moi je pense qu'il faut lui faire confiance. Je pense qu'il faut lui faire confiance parce que ce qui s'est passé, ça ne l'arrange pas. Et vous voyez les effets qu'on dit, qu'il y a la peur. Qui vous souviennent, il y a 2 mois déjà, j'avais écrit un post que j'ai intitulé « La peur, la marchandise de la peur au Bénin ». C'est-à-dire que vous félicitez le gouvernement, on vous stigmatise, que vous avez pris de l'argent, vous êtes, comment appelle-t-on, un clébé. Vous voyez, quand vous fusillez, enfin, quand vous appréciez un geste de l'opposition, voilà, on dit que vous êtes de l'opposition. Ça veut dire que vous ne pouvez même plus, vous n'avez plus la liberté de dire ce que vous pensez. Ça pose un problème, il y a la peur. Vous êtes invité sur un plateau, on vous dit, attention, il faut savoir parler. Ça ne peut pas continuer. Nous devons parler, nous devons nous exprimer, nous devons dire ce que nous pensons. Et je ne vois aucun politicien aujourd'hui aller contre cela. Et donc, le peuple est au milieu de ces politiciens et ne sait à quoi s'en tenir. Ça veut dire qu'il faut un dialogue national et non politique. Il faut un dialogue national, discuter avec toutes les couches de la société. Et c'est très important. Ouais, moi, j'aurais bien voulu que d'autres confessions religieuses ou spirituelles emboîtent le pas à la conférence épiscopale du Bénin pour appeler les politiciens au dialogue, pour appeler les politiciens à la paix, à préparer ce qui s'est passé. Ce ne sont pas le peuple n'a rien à voir avec les violences écoulées récemment ou avec les tensions. C'est pas le peuple qui met l'emploi des jeunes en difficulté. Ce sont nos politiciens. Moi, quand je circule, je suis venu d'un pays de guerre, de Centrafrique récemment, et j'ai vu ce qui s'est passé. Des personnes avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai sensibilisé. Quelques semaines après, on m'appelle pour me dire « Je suis dans le maquis, j'ai repris les armes ». Ah oui, c'est ça. Donc, il faut éviter ça au Bénin. Il faut sensibiliser au parler. Et nous sommes aux frontières, nos frontières, avec le djihadisme qui arrive à grands pas. Vous voyez, donc il faut se préparer à ça. Si nous ne dialoguons pas pour nous entendre, pour mettre en place une politique sécuritaire adéquate, parce que nos armées ne sont pas formées pour ça, il faut mêler la population. Donc qu'est-ce que nous faisons de ça? On ne fait rien. Donc moi, je pense très sincèrement qu'il faut un dialogue national et non un dialogue entre les politiciens pour se partager ce qu'ils veulent ou pour s'entendre. Et puis après, ça continue depuis ce que nous constatons depuis 30 ans. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, professeur Baloubi, est-ce qu'il faut... comme le clergé, avant d'aller au fond, pour dire bon, on s'y prend comment? Est-ce qu'il faut être vraiment préoccupé dans la situation actuelle où le clergé, dans cette démarche, d'y voir une certaine friction entre politique, mais au-delà, un certain climat de peur presque généralisé qu'il va falloir arrêter. Ces préoccupations sont-elles vraiment fondées? Oui, Joël, les préoccupations sont fondées et le clergé est bien dans son rôle. Je voudrais que nous puissions replacer le thème dans son contexte. Oui. Et que nous donnions, n'est-ce pas, raison au clergé de faire son travail. Parce qu'au départ, le pardon avait une dimension religieuse, une dimension spirituelle.
Si le Christ, si Dieu ne nous avait pas pardonné, à travers la crucifixion, n'est-ce pas, de Jésus pour ceux qui sont chrétiens, eh bien, nos péchés n'auraient pas été remis. La rémission, donc, de nos péchés. Mais le pardon, ici, a changé de dimension. Il ne s'agit pas du péché originel. Il s'agit du vécu quotidien. Il s'agit de la cité, n'est-ce pas, qui est en danger. Et des gens à qui nous avons confié la gouvernance de cette cité se sentent interpellés lorsqu'il y a un chaos, un désordre. Effectivement, nous avons causé un désordre et j'en tiens pour responsable les partis politiques. Le dialogue devait, n'est-ce pas, s'inscrire comme premier élément sur l'agenda des partis politiques avant cette crise. Donc, en amont, c'est ce qu'il fallait. Donc, avaient vraiment supplié, crié, écrit, mais personne n'a écouté. Et on est tombé dans la crise et le crime a été commis. J'appelle crime des gens qui ont rendu l'âme, des vies innocentes. Je pense à Dame à Moussou, je pense à une autre dame, je crois que ça doit être soit à Banté ou bien à Savet, je ne me rappelle pas tellement, celle-là qui a été abattue dans sa propre chambre. C'est effroyable. Est-ce qu'au départ, on n'aurait pas pu mieux penser la chose? Est-ce qu'au départ, on n'aurait pas pu mieux s'organiser pour éviter ce que nous avons connu? C'est pourquoi je dis, on parle de dialogue lorsque les rapports de force, lorsque la crise n'est pas encore au summum. Maintenant, je crois que la responsabilité, comme M. Guérin l'a dit, elle est lourde, elle se trouve dans la main du chef de l'État. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les Allemands, l'Holocauste. Souvenez-vous de ce que Willy Brandt a fait, à genoux, les yeux mouillés. Il a demandé pardon au nom de son peuple. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Oui, on peut dire qu'en son temps, c'était une façade, parce que c'était Compaoré lui-même, le pécheur, qui demandait, n'est-ce pas, un pardon, une journée, des journées de pardon, et ça a duré des mois. Mais la question de pardon, nous devons retrouver cela, n'est-ce pas, dans l'essence de nos traditions. Au Burkina Faso, les Mossi, comment est-ce qu'ils se pardonnaient? Au Bénin, nos sociétés traditionnelles, revenons-en et agissons en tant qu'Africains. Nous-mêmes d'abord, en tant que sujet, il est vrai, nos gouvernants ne sont pas les suzerains, ne sont pas les rois, mais nous leur avons confié un pouvoir que nous devons respecter. Et c'est maintenant le moment de les laisser jouer leur partition. Alors, œuvrons pour que l'accalmie demeure et que le chef prenne en toute tranquillité, en toute sagesse, une décision, n'est-ce pas, qui va soulager tout le peuple. Voilà. Professeur Baloubi, alors, quand vous écoute la situation actuelle du Bénin, est-ce qu'on peut toujours parler d'une crise actuelle? Et qui ou comment faire pour en sortir? Il n'y a plus de crise. Il y a plus de crise, il y a des dégâts. La crise a commencé au départ, nous n'avons pas pu la dénouer. Donc actuellement, le Bénin n'est plus en crise, professeur? Le Bénin n'est plus en crise. Oui. Le Bénin maintenant est dans une situation qui lui permet, n'est-ce pas, de tirer leçon. C'est ça. Et lorsque le chef aura pardonné, lorsqu'il y aura eu une amnistie, que nous devons nous rasseoir pour repenser nos stratégies, pour redéfinir le rôle des partis politiques, que ce soit de l'opposition comme de la gouvernance, que nous définissions le terme, le concept fondamental du peuple, parce que tout le monde
parle au nom du peuple et agit au nom du peuple. Alors qu'en réalité, ce peuple est abandonné à son sort. Et c'est seulement les gouvernants qui savent qui est le peuple, qui est le vrai et qui est le faux peuple. Et dans cet exercice, ils peuvent aussi se tromper. C'est là la question fondamentale. Je crois que nous devons implorer le bon sens du chef de l'État après cette accalmie. Et qu'il y a un pardon donc juridique, mais il y a un pardon politique. Et ce pardon politique doit primer, doit prendre le dessus sur le pardon juridique. Je crois qu'il est temps, et nous ne l'imposons pas. Nous formulons ça comme un vœu, comme à la suite de ce que le clergé a dit et a fait, et c'est réel, c'est leur devoir. Le clergé était là peut-être au début, on ne l'a peut-être pas bien entendu, était là peut-être au milieu, parce qu'il tenait toujours des réunions. Et puis, nous voici, à la fin, devant le fait accompli. Il y a des morts, il y a des blessés de part et d'autre. Or, nous voulons être une nation. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, professeur. Oui, Emile Guérin, le Bénin actuellement est-il encore en crise ou on est face à plutôt une situation, comme l'a décrit le professeur, de constat de dégâts? Il faut juste penser les plaies. Oui, les dégâts sont là. Et puisqu'il y a dégâts, il y a crise. Il y a dégâts, il y a crise. La crise avait les dégâts et nous sommes toujours en crise. Absolument. Toujours. Oui, écoutez même le chef de l'État. Je voudrais rapidement revenir sur ce dont nous parlons, oui. La conférence épiscopale du Bénin. Elle suit une logique extraordinaire depuis un certain moment. En 2019, il y avait eu un dialogue national en octobre, je crois, début, la première semaine d'octobre 2019. Au même moment, il y avait parallèlement dialogue politique avec le gouvernement. Au même moment, il y avait eu des assises de l'opposition. Et qu'est-ce que la CEB avait estimé que c'était une étape significative qu'elle espérait pouvoir aboutir à un dialogue national et d'engager une réconciliation authentique. Mais on constate aujourd'hui que ça n'a pas marché. Ça veut dire que la CEB avait vu les choses venir. Il avait souhaité émettre le vœu, même si on l'avait écarté pour d'autres raisons. Enfin, le ministre Wong, à l'époque, avait estimé que c'était une spécificité politique. Je comprends. Mais nous sommes maintenant dans la crise. Vous voyez, que dit le chef de l'État? Vous continuez de dire, nous sommes dans la crise. Nous sommes en crise. Que dit le chef de l'État? Selon les propos du chef de l'État, le chef de l'État dit, il reconnaît les divergences qu'il existe aujourd'hui et que il demande à faire taire les querelles. Le chef de l'État, c'est sorti de sa bouche à taire les querelles. Qu'appelons-nous querelles? S'il y a querelle, il y a crise. S'il y a querelle, on ne se parle pas. S'il y a querelle, on est fâché. S'il y a querelle, on est tendu. S'il y a querelle, chacun, on se regarde dans le chien de faïence et on attend le bon moment pour frapper. Et c'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Même si des choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe, ce qui se trame aujourd'hui avec les yeux physiques, mais nous sommes dans un certain privilège pour voir certaines choses qui se préparent aujourd'hui. Et malheureusement, dans nos sociétés, et c'est celui qui sort le tocsin qu'on condamne, et on bénit celui qui, les protagonistes. Vous voyez, donc c'est malheureusement ça. Donc si je m'en tiens au propos du chef de l'État, qui estime que nous avions un destin commun pour pouvoir vivre ensemble, et que ce destin commun devait nous permettre d'affronter les défis à venir. Quels sont les défis à venir? Je ne sais pas si nos politiciens n'ont aucune idée de ce qui arrive demain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux leur conseiller? Nous sommes en train l'humanité tout entière est en train d'entrer dans une nouvelle phase, dans une ascension spirituelle. Et il faut tenir compte de ça. D'où les bouleversements aujourd'hui partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que peuple béninois, quand je dis peuple, je mets ça au pluriel, vous comprenez? Nous ne sommes pas encore un État-nation. Un État-nation, ça se prépare, ça se construit. Ce n'est pas de cette manière que ça se construit. Lorsque le chef de l'État lui-même dit qu'il va œuvrer pour consolider la démocratie, ça veut dire, consolider veut dire quoi? Rendre plus solide, plus fort. Ça veut dire que la démocratie est encore
très fragile aujourd'hui avec ce que nous voyons. Et qu'est-ce que la démocratie? C'est le pouvoir au peuple. Alors, on ne peut pas nous dire que nous avions pris le risque de se rendre impopulaire. Ça, c'est le chef de l'État même qui le dit. Je parle en termes intellectuels et scientifiques. Quelqu'un qui dit, j'ai pris le risque de me rendre impopulaire au risque des réformes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes impopulaire, vous n'êtes pas adoubé par votre propre peuple. Ça veut dire qu'il y a un problème de démocratie. Je ne vois pas la démocratie telle que l'Occident nous l'a imposée, enfin, nous l'a donnée, mais je vois la démocratie comme le pouvoir au peuple. Ça veut dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'à un moment donné, par rapport aux réformes faites, le peuple n'a pas pris corps. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Lorsque le développement, c'est quoi? En fait, parlons-en. Le développement, c'est d'abord la liberté d'expression. Le développement, c'est d'abord le social, le bien-être, la capacité d'un individu à s'auto-suffire. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à trouver à manger à sa faim, il n'a rien à voir avec votre développement. Et le développement même n'hésite pas. Aujourd'hui, vous allez constater dans la rhétorique, dans les théories économistes d'aujourd'hui, on parle du développement humain. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans le développement humain lorsque aujourd'hui, tous les grands économistes aujourd'hui, mondiaux aujourd'hui, estiment aujourd'hui qu'il faut porter l'économie vers l'humain. C'est l'humain qui est l'important. Parce que, quelles que soient les infrastructures que vous aurez construites, s'il vous plaît, lorsqu'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, on prenait du plaisir à aller à Abidjan dans les années 90 jusqu'en 2000. À Lomé aussi, ainsi de suite. Lorsqu'il y a eu, vous avez vu, les dégâts, comme le dit M. Baloubi, les dégâts que nous avons vécus, tout a été repris après. Mais il faut prévoir cela. Un bon gouvernant doit anticiper les situations. Il ne faut pas que ça arrive. Qu'il vous souvienne que le chef de l'État, avant les élections du 11 avril 2021, a promis une élection festive. Est-ce que nous l'avions eu, une élection festive? On n'a pas eu. Quand vous êtes peuple et vous êtes face à ça, pouvez-vous faire confiance aux politiques? Je dis tout le monde confondu, opposition, mouvance, je les mets dans le même panier. Pouvons-nous avoir confiance lorsqu'ils nous font des promesses? Quelle est la promesse que le peuple, qu'un peuple ou que des peuples ont fait et qui n'ont pas respecté? Jamais vous ne verrez. Donc c'est le peuple qui subit toujours. C'est le peuple qui est toujours ensauvagé par la manière de gouvernance de nos politiciens. Puis une fois propulsé à la cime de l'État, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas diriger avec monsieur Baloubi a très bien dit que nous avions quand même une culture, le pardon. Alors, dans la démarche de monsieur Baloubi, il pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt se retourner vers le chef de l'État. Le chef de l'État, en demandant un peu plus de souplesse, sans aller au dialogue, on peut avoir la réponse. Ne pensez-vous pas que ce soit possible, ce raccourci, ou ce n'est pas le raccourci idéal? Il faut forcément l'ouvrir à tout le monde et au peuple, comme vous le dites. Bon, je ne sais pas ce que vous... Mais pour moi, quand je parle du dialogue, c'est toutes mesures qui peuvent aboutir à la paix. Oui, l'amnistie, quand il évoque l'amnistie, c'est un dialogue parce qu'il a écouté ce que nous disons, ce que des gens disent, ce que le peuple veut. Ça veut dire qu'il y a le dialogue. C'est quand vous ne vous écoutez pas, ce n'est pas une conférence bis-nationale, non. Je suis anti-conférençard, pas du tout. Ça n'aboutira à rien parce que ce serait encore l'élite qui va se réunir et va nous pondre des trucs bidons que nous allons subir encore. Mais déjà, lorsque le peuple... Quand vous écoutez le discours du chef de l'État, je pense très sincèrement qu'il a compris la situation. Il prend toute la mesure de l'enjeu aujourd'hui. Et dans son discours, moi, je dis, je voudrais absolument lui faire confiance, même s'il y a eu des déceptions passées par rapport aux promesses qu'il nous avait faites. J'estime qu'il faut lui faire une fois encore confiance parce qu'on a intérêt à lui faire confiance. On a intérêt à lui faire confiance et l'encourager à aller dans le sens de ses propres mots, de ses propres discours pour consolider la démocratie, pour favoriser les conditions de notre vivre ensemble, pour permettre, parce que quand nous avions un destin commun, quelqu'un qui le dit, ça veut dire que nous devons tous décider ensemble. On ne peut pas avoir un destin commun et qu'une partie va décider les choses à notre place, à la place des autres. Donc, lorsqu'on a un destin commun, on se rassemble, on discute. Vous comprenez, vous voyez, d'où, encore une fois encore, le dialogue est prépondérant
parce que nous avions un destin commun ensemble. Et un destin commun veut dire quoi? On va réfléchir ensemble comment nous allons pouvoir accomplir, réaliser cette destinée, ce destin commun. Si nous ne nous entendons pas pour mettre en place ce destin commun-là, nous allons échouer par rapport à la réalisation de notre destin commun ensemble. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut forcément aller au dialogue. Je l'ai dit, ce n'est pas aller s'asseoir autour d'une table ronde alors que l'humanité est en train d'être élargie. Et il faut des actes forts, il faut des actes hardis. Et en cela que je voudrais appeler le chef de l'État à vraiment regarder son peuple et prendre des actes hardis. Parce que vous savez, lorsque vous êtes à ce poste-là, c'est très difficile. Vous avez souvent deux ailes. Il y a une aile dure qui vous pousse à l'extrémité et l'autre aile qui est peut-être modérée qui vous demande d'aller. Et à lui maintenant, comme l'a conseillé le président Abdoulaye Wade à son successeur, il dit, c'est à toi de regarder, de prendre les deux propositions, les deux versions et de regarder selon passer au crible de ta conscience pour dire qu'est-ce que le peuple me demande, le peuple qui m'a mis là, qu'est-ce que le peuple me demande. Il y a dialogue, il faut qu'il y ait dialogue. Le doyen Balobi a évoqué tout à l'heure le cas des civils tués, mais les familles éplorées. Il faut les apaiser. Nos vaillants politiciens qui ont été blessés sauvagement, il faut les apaiser. C'est ça le dialogue. Il n'y a pas que ça maintenant. Des militaires. Les militaires qui sont blessés là. Voilà. Il faut dialoguer. Ils ont une famille, ils ont une vie, ils sont touchés. Peut-être que certains ne marcheront plus. Il y a des séquelles corporelles terrible toute leur vie. Donc, ça veut dire que le dialogue est là, est très important. Il n'y a pas que les politiques. J'ai évoqué tout à l'heure, parce que moi, j'ai la chance d'être avec les jeunes, des jeunes désœuvrés, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, des jeunes diplômés qui souffrent, qui ont perdu leur emploi du fait d'une certaine politique, qui sont abandonnés à leurs employeurs, qui peuvent les renvoyer à tout moment. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la jeunesse qui a élaboré ces lois, c'est les politiques. Donc, le dialogue devrait être national, sans quoi on n'aura rien réglé encore au Bénin. Donc la crise est très profonde. C'est ça. Monsieur Balobi, alors, dans cette dynamique où vous mettez beaucoup l'accent sur la contribution du chef de l'État, vous l'avez signifié tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une imposition, mais d'une doléance. Mais lorsque vous avez suivi le chef de l'État se prononcer aux premières heures de ce scrutin, avec tout ce que ça comporte comme dégâts, sur la question de pardon ou d'amnistie, ou dit il n'y a pas question d'aller dans ce sens, dire qu'on a pardonné hier et qu'on constate que les mêmes actes se sont poursuivis et son porte-parole est revenu là-dessus. Est-ce que là, vous ne prêchez pas presque dans le désert ou que vous refusez de voir la ligne qui est toute tracée? Non, je pense que c'est plutôt prêcher dans le désert que de ne pas contextualiser cette question de pardon. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose nous devons savoir définir la crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Et je sais que Guérin est un expert dans ce sens. Linguiste que je suis définit la crise comme une fourchette qui a plusieurs branches. La crise peut signifier un manque, un vide, comme la crise peut signifier aussi des conflits. Lorsqu'on prend l'une ou l'autre de ces définitions, eh bien, il faut donc en amont prévenir pour ne pas avoir à chercher à guérir pendant que la plaie ou la gangrène ou le cancer s'est installé. Nous n'avons pas prévenu, on n'a pas pu prévenir. Le cancer s'est installé. On peut rester là, parler et donner des leçons, donner des conseils. Je crois que nous n'avons pas de conseils à donner au président. Il est entouré des gens qui sont assez sachants. Nous ne pouvons qu'implorer pour que le calme arrive dans sa tête, dans son âme, puisque c'est à lui que revient le dernier mot. Et pendant longtemps, il a lancé une perche. On devait savoir par où prendre cette perche. C'était laquelle? La perche, c'était pendant qu'il faisait la tournée de reddition de comptes,
Il a demandé viva voce à la population ou aux populations du Borgou, de Parakou, de l'aider à se réconcilier avec son frère. Ce n'était pas dit au hasard. Personne ne peut gouverner pendant qu'il y a du chaos. Mais je crois, quand je dis que nous ne sommes plus en crise, oui. Parce que dire qu'on est en crise, ça veut dire qu'on a en place un gouvernement de crise. Je crois qu'on n'a pas un gouvernement de crise, on a un gouvernement à qui, qu'on le veuille ou non, on a donné un deuxième mandat, c'est-à-dire un quinquennat, et ce gouvernement, n'est-ce pas, s'attelle à exécuter le plan qu'il s'est donné pour ce deuxième quinquennat. Maintenant que tout ce qui s'est passé, et que la plaie existe, et il faut tout faire pour que la plaie soit guérie, et que le cancer, on en soit débarrassé. C'est une accalmie, mais c'est la sonde qui couvre toujours la braise. Ça, je suis d'accord. Dans ce sens, on peut parler de crise. Mais la seule personne aujourd'hui qui puisse, de façon efficace, éteindre le feu, éteindre la braise incandescente pour que ça devienne un charbon que nous pouvons encore utiliser, c'est le chef de l'État. Je ne pense pas que ça soit la justice. Bien sûr, le dossier, la justice est saisie de cela. Mais au-delà donc de pardon juridique, même s'il y a condamnation même, le dernier mot revient au chef. Je pense qu'il y a des chefs qui ne sont pas compris. Lorsqu'ils utilisent des mots hyperboles ou je ne sais quoi, nous interprétons toujours ces mots-là à notre guise. Je vais vous lire ce que dit Nietzsche. Et ça, c'est tiré de l'article de Valérie Barbara Rozou, et le titre, c'est « Le pardon, fait moral ou stratégie politique ». Alors, en préface, elle donne la citation de Nietzsche. Et je cite, « Tous ceux qui ne sont pas comme nous, nous voulons nous venger d'eux et les couvrir d'injures. Tel est le serment que font en leur cœur les tarentules. » Je crois que nous devons mesurer les mots que nous utilisons. Nous devons surveiller notre posture lorsque nous arrivons à la télé. Quelle est notre mission? M. Guéret et moi, et tout le peuple béninois, nous voulons la paix. Nous voulons que cette situation soit réglée définitivement. Et que chaque jour, on le répète, on ne se met pas à lamenter pour se dire allons au dialogue, allons au pardon, allons à la réconciliation. Moi, j'en suis fatigué. Et je veux voir un verre à demi, à moitié plein, et non un verre à moitié vide. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète toujours cette expression, c'est de ça qu'il s'agit. La façon de demander aussi le pardon, ou de parler de pardon, je crois, compte beaucoup. Nelson Mandela ne s'est pas fait prier. C'est son comportement, c'est son attitude qui a ramené tout ces 25 ans, plus d'un quart de siècle, donc de lutte, pendant qu'il était encore en prison. C'est ça qui a réglé la question de la paix en Afrique du Sud. Mais la paix n'est pas une chose acquise une fois pour de bon, c'est comme la démocratie, on y travaille presque tous les jours. Je pense que nous devons continuer. Moi, je pense que nous devons continuer à dire au président, le peuple n'attend que toi. Parce que sans cette paix, il n'y a pas de développement. Je suis d'accord, il n'y aura pas de développement, il y aura toujours le malaise, il y aura toujours la paix. Mais combien de personnes, au fait, ont été arrêtées parce que celles-là sont venues sur Sika TV, soit pour fustiger, ou soit pour adouber? Moi, je ne fais ni l'un, ni l'autre. Je ne suis ni contre, c'est-à-dire de l'opposition ou de la mouvance. Je suis un universitaire qui veut la paix pour mon peuple. Mais la paix
a un prix, c'est la discipline. Le président qui a dit qu'il était impopulaire, vous prenez ça comme du négatif? Moi, je ne pense pas que ça soit du négatif. Kérékou n'avait-il pas dit, lorsqu'on était face à l'ennemi, on croyait que l'impérialisme donc était l'ennemi, il a dit quoi? Oser lutter, oser vaincre l'impérialisme international. Maintenant, la balle est dans notre camp. Ces discours sont dépassés. Alors, oui, les gens vont refuser, vont rejeter, ci et ça. C'est comme ça, c'est la dialectique. C'est dans ce sens que je pense, je peux me tromper, que parlait le président. Il a dit, moi, le plan d'action, eh bien, c'est les infrastructures peut-être d'abord, ensuite le deuxième quinquennat, Dieu merci, il l'a obtenu, c'est le social. Nous pouvons, n'est-ce pas, le soutenir dans ce qu'il fait et tout mettre en œuvre pour que chaque jour que Dieu fait, il y ait la paix et que l'idée donc de dialogue là se réinstaure. Alors, professeur Baloubi, que faudra-t-il faire en urgence pour, dans les jours à venir pour que cette paix qu'attend le grand nombre puisse se concrétiser? Ce qu'il faut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, ne pas parler un langage qui prête à confusion, qui laisse croire que nous donnons de leçons au gouvernement ou au chef de l'État, mais plutôt utiliser un langage de porte-voix de ce peuple de façon sincère, qui ne veut que la paix, comme le dit l'autre, et le pain. Ça, c'est réel. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Guérin, que faudra-t-il faire en urgence et en même temps vous concluez? Oui, je voudrais rebondir rapidement sur ce que le doyen vient de dire, Baloubi, en estimant que des sœurs seraient arrêtées parce qu'ils sont passés ici à Sika TV. Je ne crois pas. Non, il ne l'a pas dit. Je n'ai pas dit ça. Non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, il a dit qu'il n'en connaît pas. C'est ce qu'il a voulu dire, qu'il n'en connaît pas. Et donc, j'ai compris. Ouais. Et donc, je dis, il y a crise. Il y a crise. Il suffit d'écouter le chef de l'État quand on parle de querelle. Et les solutions proposées par M. Baloubi, c'est des solutions d'une crise. Quand il y a crise, c'est des solutions. Quand il parle d'amnistie, quand il parle de pardon, c'est qu'il y a crise. Vous comprenez? Donc, nous sommes en crise et nous sommes en crise. Quand il y a des prisonniers à qui vous sollicitez, excusez-moi, à qui vous sollicitez une amnistie, c'est qu'il y a crise. Moi, par rapport à ceux qui sont arrêtés, je voudrais souhaiter, parce que vous m'excusez, je suis très sensible à tout ce qui est du terrorisme. Il faut qu'il y ait justice pour qu'on comprenne réellement ce qui s'est passé. S'il y a vraiment des coupables par rapport au terrorisme, que la justice fasse son travail. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que le chef de l'État a raison de souhaiter la consolidation de la démocratie et nous lui faisons confiance qu'il va œuvrer, qu'il va tenir ses propres promesses. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Baloubi, ça va être votre conclusion? Ma conclusion, c'est que je félicite le peuple béninois, je félicite tous les artisans, M. Guérin, et des gens comme lui, qui sont soucieux, n'est-ce pas, de la stabilité, de la paix dans notre pays. Il faudrait qu'il y ait la paix, quelle que soit la coloration, politique ou pas politique, nous avons besoin de la paix, mais la paix n'est pas un mot vain, il faut que nous soyons disciplinés. Et une fois encore, j'implore le chef de l'État pour libérer les prisonniers, pour faire revenir au pays les exilés, quelle que soit la magnitude de leur péché, eh bien, et ainsi cela nous permettra de tirer leçon de tout ce que nous avons connu comme crise. Et c'est à partir donc de ce pardon qu'on réfléchit pour que cela ne se répète plus. Merci à vous, professeur Baloubi. Merci également à vous, monsieur Guérin, chers téléspectateurs. Nos gratitudes, John Kennedy, pour vos compagnies. Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.